Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que la technique nous accompagne. Bonjour, je remercie l'Institut des cultures arabes et méditerranéennes et Alain Bittard et Maud Bittard et la librairie L'Olivier de nous recevoir aujourd'hui ici pour cette discussion. Je vous remercie d'être là, nombreux, pour ce dialogue avec Nino Rizzo. Bonjour Nino Rizzo. Bonjour. Alors Nino Rizzo, vous êtes psychologue, psychothérapeute. Vous pouvez me tutoyer, madame. Merci, cher Nino. Alors, Nino, je reprends. Tu es psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, installé depuis quelques décades à Genève. Tu es d'origine sicilienne et aujourd'hui... Pas seulement d'origine, je suis sicilien. Tu es sicilien. De corps, d'âme et d'esprit, disons-le comme ça. Et tu viens aujourd'hui nous présenter un livre passionnant, intitulé A casa di Cosa Nostra, qui est édité à La Bussola. Avant de dialoguer avec toi, je crois que tu voulais donner la parole à une personne qui est là avec nous aujourd'hui, Franco Zappala. Qui est arrivé hier soir de Sicile pour me soutenir et qui est passé de 24 degrés à Catania, à moins quelque chose, à Samblaise chez moi. Et heureusement qu'il était là, qu'il m'a aidé à enlever la neige avec la pelle. Voilà. Il m'a fait travailler le premier jour que je suis arrivé. En plus, vous êtes arrivé le jour de la course de l'escalade à Genève. C'est vrai. Alors, à vous la parole. Bonsoir Franco. à tout le monde. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir. Et pour moi, c'est vraiment une raison d'une très grande émotion parce que je me trouve dans ma ville où j'ai fait mes écoles jusqu'à l'âge de 15 ans et en plus dans la rue où j'habitais. Parce que moi, j'habitais rue de Fribourg, numéro 11 à côté. Donc, retourner ici, c'est pour moi quelque chose d'incroyable. Et puis en plus, c'est une ambiance multiculturelle, vraiment ouverte. Ça fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Et l'histoire de Nino, vous la connaissez un peu. Moi, j'ai écrit quelques mots dans son livre. J'ai essayé de donner le sens d'une liaison avec sa terre. Parce que quand il m'a proposé d'écrire quelque chose, j'ai trouvé ça tout de suite une occasion. Et j'ai eu comme ça tout de suite une idée. C'est celle d'une liaison qu'on a tous les deux. Parce que moi, j'ai abandonné Genève à l'âge de 15 ans. Et je suis retourné en Sicile. J'ai fait mes études d'avocat et je vis normalement en Sicile. Nino, il a fait le contraire. Il a laissé la Sicile et il est venu en Suisse. Et donc, les routes n'ont pas été de la même direction. Mais en plus, on avait une origine complètement différente. Parce que, et ça, c'est le cas d'expliquer un peu, surtout ceux qui aiment le centre de Méditerranée, la Sicile, tout ça, ce que c'était la Sicile après la guerre. Après la guerre, la Sicile, c'était une terre qui était contrôlée par des grands feudi, on dit comme ça en italien, grandi proprietari di terre. Et les ouvriers, ils n'avaient pas d'espace. S'ils voulaient bosser le matin, ils devaient se rendre dans une place le soir. Il y avait quelqu'un qui les sélectionnait. Toi, tu viens travailler. Toi, non, toi, tu restes à la maison, sans droit, sans aucune considération de rien. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a commencé à avoir les syndicats, les révoltes, les grèves, tout ça. Et donc, chercher un peu de droit. Et quand ils ont commencé à chercher les droits, ils ont surtout cherché la terre, les terrains, pour pouvoir avoir un morceau de terrain. Et là, c'est le moment où il y a eu une grande contraposition entre les ouvriers, le monde du travail, la pauvreté, ceux qui avaient du besoin, et la mafia. Parce que la mafia, elle est tout de suite intervenue pour défendre les intérêts des gros propriétaires des terrains. Et il y a eu un épisode que sûrement vous ne connaissez pas, mais qui est emblématique dans un certain sens, c'est Portella della Ginestra. Dans le 1947, il y a une manifestation pour le 1er mai, c'est la fête des ouvriers. Il y a des milliers d'ouvriers qui sont dans une grande extension de terrain. Il y a des discours, tout ça. Et du coup, il y a des
mafieux qui arrivent avec des mitraillettes et ils commencent à tirer sur les ouvriers. Il y a eu 17 morts, centaines de blessés. Et donc, ça commence à donner le sens d'une guerre qui commençait à faire les revendications des droits et une mafia qui garantissait ce monde. Et dans ce parcours, on a une histoire complètement différente avec Nino. Parce que mes parents, c'était des gens qui étaient du côté des ouvriers, qui voulaient les terres, qui voulaient les droits, la liberté. Et Nino, son grand-père, son père, il était de l'autre côté, de ceux qui, dans un certain sens, tiraient aux ouvriers. Et donc, ces histoires qu'on a eu l'occasion de partager, moi j'étais de l'autre côté. Et quand je suis retourné en Sicile, moi j'étais immédiatement du côté de l'antimafia. Pour moi, c'était normal d'être du côté de l'antimafia, participer aux manifestations et tout ça. Et Nino, au contraire, il a fait un parcours différent parce qu'il était de ce monde-là, il est sorti de ce monde-là et il a eu le courage de raconter ce qu'il a raconté dans ce livre, dans un certain sens. Donc, moi, je dis ça, que pour moi, c'était très facile d'être contre la mafia. Pour lui, c'était une opération vraiment difficile qui a touché sa chair, sa vie, ses relations familiales et tout ça. Donc, des parcours qui, à la fin, on s'est retrouvés. Mais moi, de façon très simple, mais lui, de façon très difficile. Ça, c'est mon opinion. Et surtout, et je vais terminer tout de suite, moi, j'ai eu le plaisir de connaître Nino presque une dizaine d'années, parce qu'il avait écrit un autre livre. Et dans l'occasion qu'il avait écrit ce livre, moi, à l'époque, j'étais le maire de ma ville, de sa ville, de notre ville. Et j'étais heureux de présenter son livre. Et on a présenté ce livre dans une salle. C'était une salle de l'église, il y avait centaines de personnes, c'était tout plein. Et ça a eu un énorme succès, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient contents de participer à cette présentation. Moi, je doute qu'on sera capable de faire la même chose avec ce bouquin. Et donc, vu que ça sera particulièrement difficile de reproposer une présentation de ce livre en Sicile chez nous, alors j'ai voulu être ici pour dire à Nino qu'on est toujours à côté. Et surtout, on a essayé, moi, avec Sébastien, c'est un autre cher ami qui est venu avec moi, on a voulu montrer qu'il y a une Sicile qui est quand même à côté de Nino, il est à côté de ses efforts, et on apprécie énormément le courage qu'il a eu, parce que ce bouquin, à part le travail d'écrire, penser, élaborer une théorie et tout ça, et ça a un prix du point de vue des émotions, des relations avec les parents, parce que beaucoup de parents, ils n'ont pas accepté cette œuvre courageuse qu'il a mis. Ça touche l'identité de beaucoup. Alors, on a essayé dans notre petit d'être ici. On est venu exprès pour toi, pour te démontrer quand même qu'on soutient ton effort. On sera toujours à côté de toi. Et en plus, qu'il y a une Sicile quand même qui est sur tes mêmes positions. Alors, c'est ça que je voulais représenter ce soir avec vous. Bonne soirée et merci beaucoup de votre attention. Merci Franco pour ce témoignage. Merci d'être venu. C'est un plaisir d'avoir un peu de Sicile avec nous ce soir, grâce à vous, grâce à Nino et grâce aux personnes qui sont là. Ce livre est passionnant parce qu'on plonge, grâce à toi Nino, au cœur justement de la Sicile. Et ce livre est très original. Nous allons en parler. Et tout d'abord, je voudrais te demander comment est née l'idée de A Casa di Cosa Nostra. Je suis arrivé ici il y a 52 ans, Un en demi-siècle. 71, un demi-siècle et quelques petits morceaux. Et je crois qu'en arrivant ici, je savais que l'idée était déjà là. Je quittais la Sicile parce que C'était difficile. Oui, c'était comme un habit qui, au fur et à mesure que tu grandis, te sert trop. Donc voilà, j'ai quitté la Sicile en sachant qu'un jour, j'aurais raconté ce que j'ai vécu.
Seulement qu'il m'a fallu quelques décennies, effectivement, pour me décider à le faire. Et surtout, il m'a fallu attendre que tous les hommes de ma famille concernés par la mafia se retrouvent en paix au cimetière, pour leur paix et pour la mienne. Parce que ce livre, je n'aurais pas pu le publier maintenant sans mettre en danger ma vie. Voilà. Alors justement, quand tu m'as demandé la première fois de lire la première version de ce livre, tu m'as dit, en fait, ce livre sera mon, entre guillemets, coming out. Oui, tout à fait. C'est mon coming out. Effectivement, moi, ça fait 50 ans ici que quand on me dit « Ah, tu es sicilien, la mafia », que je rigole. Oui, oui, la mafia. Et je ne peux pas. Alors que maintenant, si on me dit « Sicilien, la mafia », je peux dire oui. Oui. Parce que ça, c'est un petit peu comme un de ces secrets que tu portes, un tabou, un secret sur un tabou que tu portes avec toi et qui te fait sentir mal. Parce que tu dois continuer à mentir, et souvent, à travers la rigolade, oui, la mafia le fait, oui, effectivement. Donc, j'en avais besoin. Alors, ça a été pour toi très important, ça a été une libération, au fond, ce livre, tu l'avais en toi dès le début, et il a fallu qu'il arrive à maturité pour que tu puisses enfin justement t'exprimer et au fond, grâce à ce livre, être toi-même en disant, eh bien voilà, je suis psychologue, je suis psychothérapeute, je suis psychanalyste et je fais partie de cette histoire. Au fond, tu as réussi à mettre ensemble toutes les petites pièces de la mosaïque qui est ta vie. Puisque grâce à ce livre, au fond, on est là aujourd'hui et il t'a fallu un courage incroyable pour l'écrire parce que, je veux dire, ici, effectivement, on peut en parler, mais comme le disait Franco, lorsque tu arrives dans ton village, dans ta région, ce n'est pas si évident, c'est dangereux tout de même. Est-ce que ce risque, tu l'as calculé ? Alors, plus ou moins. C'est-à-dire que la mafia ne tue plus, ou presque plus. Il arrive qu'elle se tue entre eux pour régler des comptes, mais il n'y a plus de cadaveri eccellenti, de cadavres exquis, de morts exquises. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, la mafia, Cosa Nostra et les autres mafias italiennes préfèrent plutôt travailler sur le plan financier, dans des pays et dans des villes que je ne nommerai pas, en dehors de l'Italie. Et donc, du point de vue matériel, non, je ne pense pas risquer quelque chose. Mais ce que je risque, ou plutôt, je sais que ce contre quoi je vais, c'est une certaine forme d'exclusion de la part de ma famille. Justement, tu me disais, au fond, tu as une double loyauté. La première, c'est par rapport à toi, à tes idées, à ton identité, à ce que tu es, à ce que tu veux transmettre. Et d'un autre côté, eh bien, cette loyauté par rapport à ta famille. Parce que tu me disais, mais au fond, tu parles de ton grand-père, tu parles de ton père, de ton oncle, dans ce livre. Et tu disais, mais c'était des gens qui m'ont aimé. Tu avais un rapport avec eux, au fond, d'un enfant qui était aimé. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ton père t'a fait faire des études, il voulait que tu sois médecin. Et toi, ce qui t'intéressait, c'était la psychologie. Comment tu as fait justement pour, au fond, t'échapper, entre guillemets, de cette loyauté que tu devais au tien ? Alors effectivement, mes parents voulaient un fils docteur pour réaliser leur rêve de revanche sociale. Et bon, rien de spécial en cela, mais j'ai assez rapidement compris que si j'avais fait médecine en Sicile, je crois que les amis de mon père m'auraient fait faire
une carrière dorée, qu'il m'aurait même fait une clinique en or, mais que j'aurais dû les soigner. Les soigner, exactement. Oui. Pardon? Oui, oui. Et donc, à l'âge de 20 ans, j'ai compris que j'étais dans une impasse. Mais j'ai vécu une grosse dépression, une très grosse dépression, avec laquelle j'ai mis très sérieusement en danger ma vie. Mais le fait d'avoir mis en danger ma vie et d'en être sorti m'a permis de dire non. Donc j'ai quitté les études de médecine. Je suis venu à Genève, où il y avait une petite communauté de gens de mon village, dont Franco et toute sa famille. Je suis arrivé ici et j'ai commencé à travailler, à mes études. Donc j'ai dû passer par une très grosse dépression, sans quoi je n'aurais pas pu dire à mes parents non. Alors, tu parles effectivement de ce moment très douloureux pour toi. Et ce livre, il a une originalité et une spécificité qui, je crois, est unique. C'est qu'il parle, ce livre, de l'importance de la place des femmes dans la mafia. Parce qu'on parle souvent, et même quand on voit des films, on lit des livres, on parle voilà, des boss, des hommes. Et toi, tu mets l'accent sur l'importance des femmes. Pourquoi est-ce que les femmes sont importantes dans ton livre et en général dans la mafia? Et dans la mafia. Oui, je dis même que les femmes sont la pierre de voûte. C'est comme ça qu'on dit, hein, en français. La pierre de voûte de l'arc qui maintient en équilibre les deux côtés de la voûte qui se ferme. Sans les femmes, la mafia ne pourrait pas exister. Ça, on ne le voit pas dans les films américains, ni dans les films italiens sur la mafia, mais la femme a une place profondément centrale. Plus précisément, la femme a une fonction équilibrante pour ces hommes. Il faut partir de l'idée que ce sont des hommes sur le plan psychique, souvent des grands borderline, voire incroyablement des dépressifs, et qui ont donc besoin, après leur journée de vie de travail ou de leur tresque entre eux, qui ont besoin de retrouver une femme qui les accueille, qui accueille tout ce qu'ils ont vécu et qu'ils ne peuvent pas garder. Mon père, de temps en temps, aujourd'hui je dirais, avec une boutade, je ne sais pas ce qu'il lui prenait, mais il se mettait à nous raconter des choses, mais d'une gravité terrible, mais parce qu'il avait besoin, comme homme, de se décharger, et il le faisait certainement avec ma mère, dans leur lit, mais il le faisait aussi avec nous, les enfants, donc avec moi. Je n'ai jamais osé demander à mes frères et à mes sœurs si notre père leur a raconté certaines choses, parce que c'est un tabou, on ne parle pas de ça dans ma famille. Mais je sais que ma mère était le réceptacle. Et des fois, nous les enfants, en tout cas moi, j'étais le réceptacle de choses que mon père n'arrivait pas à garder. Et des fois, j'avais l'impression qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'il avait besoin de dire, tu sais, là, le type qui est mort avant... Voilà. Et là, avec des détails qui ensuite m'empêchaient de dormir, moi. Donc, la femme a une fonction de réceptacle et de rééquilibrage psychique de ces hommes forts, tels qu'on nous les montre dans les films, mais qui dans la réalité sont des hommes comme moi, comme tout le monde, et qui, habités par des émotions trop fortes, ont besoin de le raconter, de se décharger avec les intimes, leurs femmes et des fois leurs enfants. La femme aussi a un rôle de transmission.
Dans ma famille, je ne le dis pas ici, mais comme je ne suis pas en Sicile, je peux vous le dire. Dans ma famille, mon père s'est retrouvé dans une famille recomposée parce que son propre père était veuf et il a marié une veuve. La veuve était une veuve de mafia. Lui, mon grand-père était mafieux et donc ils les ont mariés. Un mariage parfait. Et sa nouvelle femme, ma pseudo-grand-mère, mais que j'ai toujours appelée grand-mère, avait déjà 3 garçons. Elle n'a jamais voulu que ces 3 garçons du premier mariage deviennent mafieux. Et mon père, il a tout fait pour les ramener dans son groupe. Rien à faire. Cette grand-mère n'a pas voulu que ses 3 fils deviennent mafieux. Ils ne sont pas devenus mafieux. Avec mon père, elle n'a pas pu s'opposer, puisque son père était déjà mafieux. Mais bon, mon père s'est arrangé pour ramener dans la famille mafieuse d'autres hommes de la famille. Donc, oui, une fonction de support fondamental aux hommes, de réceptacle des émotions intenables pour ces hommes, une fonction de transmission, c'est les femmes qui décident, par exemple, lorsque un homme, lorsque Bouchetta au Calderone se sont repentis, ces hommes ont d'abord demandé au juge Falcone, est-ce que je peux téléphoner à ma femme? Et là, ils téléphonent à leur femme, à qui ils demandent j'ai décidé de collaborer. Es-tu d'accord? Posso. Ce qui est quelque chose de très, très humain. Je veux dire, ces hommes qui vivent entre une famille mafieuse et une famille biologique, ils ne peuvent pas se déconnecter de la famille mafieuse et ne pas être connectés avec la famille biologique. Se déconnecter des deux, c'est la folie. C'est la folie. Donc, ces hommes, au moment de se déconnecter et collaborer donc ensuite avec la justice, ont besoin d'avoir l'apport, le soutien de leur femme qui dit oui. Mais des fois, des femmes de mafia ont dit non, tu ne te repentiras pas. Et alors là, en général, les hommes rétractent leur collaboration. Parce qu'à la maison, c'est non. Leur femme dit non. Ce serait considéré comme une trahison, une double trahison, au fond? Ça serait une double trahison. Il serait complètement éjecté par la femme et les enfants, et il serait de toute manière tué par la mafia. Donc oui, la femme a ses fonctions fondamentales. Et puis la femme a aussi une autre fonction de préparation. Je veux dire, c'est pas la mère qui nous donne une éducation mafieuse, mais la mère nous permet de voir ce père merveilleux vers qui on va passer ensuite. Dans nos familles, il n'y a pas ce triangle oedipien dont parle Freud. On a de la peine à le retrouver réellement, mais bon, c'est un concept. Dans la famille mafieuse, il n'y a pas un véritable triangle oedipien, l'enfant avec papa et maman. Il y a, pendant un certain laps de temps, une relation fusionnelle que moi j'appelle relation ancestuelle, pas incestueuse. Mais il y a quelque chose de tellement lié entre le garçon et la maman oui, c'est presque incestueux. Il y a une certaine forme d'incestualité. Et puis à un certain âge, au début de l'adolescence, on quitte maman et on est pris en charge par papa, qui nous amène avec lui, qui nous montre ses copains, qui nous fait entendre quelques bribes de discours, mais on ne doit rien entendre, n'est-ce pas? Mais c'est déjà une éducation. Donc là, on passe à une relation de type incestuel avec notre père. Et dans la relation incestuelle avec la mère ou avec le père, ce qui est important, fondamental,
c'est que l'enfant n'est pas un appareil à penser autonome. Dans un premier temps, il emprunte l'appareil à penser de maman. Dans un deuxième temps, il prend à son compte l'appareil à penser de papa. Le triangle, on ne sait pas là. Alors, ce qui est tragique au fond, dramatique aussi, c'est à un moment donné, si, comme tu l'expliquais tout à l'heure, si la mère ou la sœur ou l'épouse ou la compagne dit non, cette personne se retrouve dans une situation presque schizophrénique parce que soit elle réintègre le giron mafieux, soit si elle part, elle se retrouve seule. Bien souvent, ces personnes, comme tu l'expliquais aussi dans le livre, sont psychologiquement fragiles, ont une certaine fragilité, même si ce sont des boss. Mais quand ils se retrouvent tout seuls face à eux-mêmes, comme tu disais par rapport à ton père aussi. Donc, est-ce que, au fond, ce n'est pas là le nœud du problème? C'est-à-dire, est-ce que en Sicile ou en Italie ou même ailleurs, hein, parce que la mafia, elle n'est pas seulement en Sicile, en Italie, mais on la voit aussi très active actuellement en Allemagne, aux États-Unis. Hier soir, un ami me disait à Montréal, elle est hyper active aussi. Voilà, à Montréal, il me disait, mais c'est impressionnant. Donc, elle est très présente. Est-ce que les États de ces pays font assez pour lutter contre la mafia? Parce qu'il y a une chose qui est très intéressante, par exemple, si je prends le cas de l'Italie, on a eu des gouvernements successifs de diverses tendances, sensibilités, etc. Et au fond, la mafia est toujours là. Alors, il y a eu des personnalités comme Giovanni Falcone, comme Paolo Borsellino, comme le général Dalla Chiesa et d'autres qui ont tenté, au fond, de lutter et de mettre un frein à cette mafia. Mais on a l'impression qu'au niveau politique, ça reste quand même flou. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, au fond, à combattre la mafia jusqu'au bout? Je peux répondre à sa place, parce que c'est plus politicien. La mafia, elle vote aussi. Donc, si elle vote, elle a des représentants dans le gouvernement, dans les députés, tout ça. Donc, elle est capable de conditionner les lois, les règles. En ce moment, on est en Italie en train de passer de lois qui sont absolument à favore di Cosa Nostra. Il y a des changements très petits, très graduels, mais qui vont toujours dans une seule direction. Retourner en arrière et empêcher, par exemple, le 41 bis, c'est un article qui permet de rester en prison toujours, pour toute la vie. Alors il y a un débat pour enlever ça, on a un autre débat pour enlever les intercettations téléphoniques, tout un parcours graduel pour éliminer des mesures qui ont empêché de grandir la mafia. Donc la mafia vote, elle vote très bien, parce que tous ceux qui ont, comme vous, des idées, par la fin, on n'a pas envie d'aller voter, on s'ennuie, il pleut, il fait froid, oui, ils vont voter tout le monde. Et donc, ils sont capables de conditionner réellement la politique d'un pays. Donc, ils votent compact, ce qui fait... Et pour tous les partis et pour tous les partis, pour ceux qui sont capables de garantir les intérêts, c'est pas pour ça. Absolument. C'est-à-dire, plus précisément, pour tous les partis qui ont été au pouvoir. Mais surtout pour ceux qui... Non, par exemple... Moi, je ne suis pas des 5 étoiles, c'est des Grillo, je ne sais pas si vous connaissez. Mais la mafia n'a jamais voté Grillo, parce que c'était incompatible avec leur intérêt. Ils votent des gens qu'ils connaissent très bien, qui vont les garantir quand ils sont dans les passes exactes. Donc, ils ne font pas des cadeaux des votes. Ils le donnent seulement à ceux qui sont sûrs de les pouvoir garantir. Alors, avant de passer la parole au public qui est avec nous, parce que je pense que vous avez beaucoup de questions, mesdames et messieurs, et pour Nino et pour Franco, il y a aussi un fait qui est établi aujourd'hui, c'est le pouvoir économique de la mafia. Parce que lorsque Roberto Scarpinato, qui avait été donc le procureur de Palerme, que nous avions invité au Festival du film international sur les droits humains, il était venu à Genève et il avait notamment souhaité que l'ONU, que les Nations Unies créent une entité, une commission, parce que, disait-il, il y a maintenant une alliance entre les mafias et les cartels mexicains de la drogue, qui fait qu'ils ont tellement d'argent sale
qu'ils ont intégré, entre guillemets, dans l'économie, entre guillemets, propre, qu'aujourd'hui, c'est très difficile de distinguer, au fond, quel est l'argent propre et quel est l'argent sale. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette puissance économique de la mafia fait qu'il n'est pas trop tard pour essayer de vraiment lutter pour en venir à bout? Vous soupirez tous les deux. Oui. Mais c'est trop simple. Si vous pensez, il y a une lobby quelconque, non, qui est capable de dépasser des milliards d'euros, mais elle peut s'acheter des ministres, des députés, des partis, des télévisions, des journaux. Comment vous faites pour les battre? En Italie, alors je vous dis qu'un épisode comme ça pour vous donner une idée. Vous avez cité tout à l'heure Borsellino. Borsellino, il a été tué après 3 mois qu'on a tué Falcone. Et donc, dans un pays normal, c'est un événement très grave. Et en plus, Borsellino, il a donné sa dernière interview, il a donné à une télévision française. Et dans cette télévision française, quand il a eu cette interview, il y a le journaliste, il lui pose une question comme ça, et il lui pose la question, mais vous connaissez par hasard Berlusconi? Et je dis, ouais, c'est un mafieux. Il prend de l'argent de la mafia, il a acheté les télévisions avec l'argent de la mafia. Et cette interview, elle n'a jamais été passée à la télévision italienne. Et donc, c'est incroyable, parce que si un homme comme Borsellino, il fait sa dernière déclaration, son testament, on peut dire, on l'aurait dû faire voir tous les soirs à la télévision. On n'a jamais vu ça en télévision. Seulement Télé Plus, en France, il a fait voir cette interview. Et donc, quand on a le pouvoir de la télévision, de 7 journaux, les plus grands journaux italiens qui sont dans les mains de Berlusconi ou dans son entourage, et tout ça, comment vous faites à battre ces gens-là? L'argent, la puissance, la formation, la communication, le terror, c'est très difficile. Et surtout, ce qui est intéressant, dernièrement, je lisais dans un des journaux italiens que un des policiers, des carabinieri qui étaient sur place à l'époque de l'assassinat de Borsellino, disait qu'il avait eu en main, ou en tout cas qu'il avait vu le cartable, la petite valise, avec justement. L'agenda rouge. Avec l'agenda rouge. Et cet agenda rouge, il a mystérieusement disparu, on ne sait pas où il est, on ne sait pas dans les mains de qui il est. Au fond, il y a une omerta, on peut dire ça comme ça? Je vous donne une autre nouvelle. Il y a un fameux pentito di mafia, pas comme Nino, mais un pentito. Il a raconté que l'agenda rouge, elle est dans les mains de Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro, qui c'était le chef absolu de la mafia sicilienne, il avait l'agenda de Paolo Borsellino. Alors la question c'est, si l'agenda c'est un policier qui l'a pris, fait comment elle est arrivée dans les mains de... Et donc, vous voyez que c'est vraiment compliqué. Et où est-il, puisque Matteo Denaro est décédé entre-temps? Quelqu'un d'autre qui continue à avoir ses armes pour pouvoir contrôler, menacer tous ceux qui étaient à l'intérieur du système de la police, des carabinieri, qui étaient à libro paga, comme si dit en Italie. Alors, Nino, avant de passer la parole au public, est-ce qu'un livre comme le tien, est-ce qu'il peut avoir un impact sur la jeunesse aujourd'hui? Parce que une génération, peut-être la nôtre ou celle de nos parents, s'ils sont encore là, voilà, c'est un fait, on constate qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour lutter contre la mafia au niveau institutionnel, mais est-ce que les jeunes peuvent constituer un espoir? Alors que malheureusement, les mafias sont aussi celles qui donnent du travail aux jeunes, puisque je crois que presque le 50% des jeunes en Italie sont au chômage, en tout cas dans certaines régions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes? Un livre comme ça, est-ce qu'il peut éveiller les consciences? Alors, je pense que ce livre, je l'ai écrit en pensant beaucoup aux jeunes, mais surtout aux femmes. Bien sûr, j'ai beaucoup pensé aux femmes de ma famille, celles qui ont supporté, qui ont souffert dans cette situation. Et bien sûr, c'est la libération des femmes qui va permettre, d'une manière interne, profonde, le changement éventuel de cette mentalité. Et les jeunes, effectivement. Les jeunes sont nourris par toute cette mythologie filmographique qui présente ces hommes comme des hommes qui donnent envie d'être comme eux, n'est-ce pas? Comme des modèles.
des hommes d'une grande force, humanité, inébranlable. Alors c'est vrai, c'est des hommes qui ont une grande humanité, qui peuvent être des bons pères, des bons grands-pères, oncles, frères, fils, tout à fait. Mais malheureusement, on ne parle pas de la fragilité, de la faiblesse et de cette capacité difficile à entendre, de la capacité de ces hommes de passer d'un registre humain à un registre d'une destructivité terrible. C'est-à-dire, ces gens-là, mon père, pour ne pas parler d'autres membres de ma famille qui sont morts, car j'ai juré aux membres de ma famille que je ne parlerai que de mon père et pas des autres. C'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà beaucoup. Et d'un oncle aussi. Tu as parlé d'un oncle qui, lorsqu'il est sorti de prison après 30 ans... Oui, c'est ça, l'oncle, le frère de mon grand-père paternel qui a fait 30 ans de prison pour une bêtise. Oui, enfin, il a tué deux jeunes de son âge. Il a essayé de tuer le troisième et qui s'est échappé, qui a été déclaré le tout aux carabiniers. Et puis voilà, mon oncle a fait 30 ans de prison et il est devenu fou dans la prison. Et il est mort comme le fou du village. J'ai oublié la question que tu m'avais posée. Non, c'était celle-là de dire, au fond, les jeunes qui sont dans une situation souvent inextricable, parce que la mafia leur donne le travail que l'État, au fond, ou que les institutions, ou que le secteur privé ne leur donnent pas forcément. Tout à fait. Mais écoute, je parlais l'autre jour avec un très grand copain, Toro Gondel, que vous connaissez, qui est un très grand copain, mais qui ne partage pas du tout mon idée, et qui me disait, compare, parce qu'on est compères, et on se vouvoie comme on le fait entre compères. Il me disait, mais compare, mais pourquoi vous avez écrit ce livre? Mais pourquoi tellement debout à votre famille et à notre ville? Mais on ne méritait pas ça. Et parce que votre père, l'oncle X, l'oncle Y, etc., mais c'était des gens bons avec qui on jouait aux cartes, on buvait le café, on s'amusait, on allait au restaurant. C'est vrai. Mais j'essaie de leur dire, mais en même temps, ces gens-là, y compris mon père, après avoir mangé au restaurant avec vous, avec les autres, ils allaient décider de qui allait mourir. Qui allait être tué parce qu'il avait fait un affront à tel mafieux ou à tel autre. Père de famille. Mais ça, c'est des choses irrecevables. Ils ne voient que le côté humain. Comme dans les films, on ne voit que le côté fort et sûr de ces hommes. Et moi, depuis l'antérieur, j'ai connu toute la misère de ces hommes. Terrible misère. Et il faudrait raconter ça, mettre ça dans les films. Est-ce que ce n'est pas aussi l'échec, au fond, de l'État, de l'institution étatique italienne, en Sicile, au fond, où la mafia, certaines personnes disent, eh bien, elle remplit l'espace ou certaines tâches que le gouvernement ou que les gouvernements ou que l'État en général ne remplit pas. Tout à fait. Il faut se rappeler que la mafia a pris son essor en tant qu'organisation régionale et puis petit à petit extra-régionale à partir de l'unité d'Italie en 1861. Oui, l'Italie s'est faite là, mais là, il y a eu assez rapidement un vide de pouvoir. Donc, ces gens de la mafia, qui étaient probablement déjà des brigands, mais isolés, ont petit à petit compris qu'ils devaient s'organiser pour constituer une association de bienfaisance pour eux-mêmes. Cosa Nostra, c'est ça. Cosa Nostra, c'est par rapport à Cosa Pubblica, la res publica, il y a la Cosa Nostra, c'est-à-dire notre petit groupe. Puisque l'État
ne nous garantit aucune protection, mais on va se réunir. Alors, il y a plein d'organisations qui prônent la protection de ses membres. Les partis politiques, les groupements religieux, les groupes professionnels. C'est tout à fait normal, ça. Ça va dans la logique de la démocratie, de la res publica, de la cosa publica. Seulement qu'à un certain moment, dans le vide de pouvoir, d'autorité, de crédibilité de la cosa publica, ben petit à petit, la Cosa Nostra s'est affirmée, effectivement. Elle offre une protection, pas seulement à ses membres, mais à toute une série d'autres situations, en leur offrant du travail. Mon père était vu dans notre ville comme un grand bienfaiteur parce que, comme il était responsable d'un fief, il pouvait donner du travail à beaucoup de gens et ça lui permettait d'avoir une image de grand bienfaiteur et de pouvoir aussi, parce que quand il y avait des problèmes, plutôt que d'aller chez les carabiniers ou la police, on allait chez mon père ou l'autre pour régler les questions sociales ou même familiales. Oui. Et on oublie aussi que pour gagner la guerre, à un certain moment, les Alliés se sont appuyés sur la mafia pour aussi pouvoir libérer certains territoires. Oui, c'est vrai. Mesdames et messieurs, la parole est à vous, si vous le voulez bien, Nino et Franco, prendre quelques questions. Et aussi, formidable rempart contre les communistes. Absolument, absolument. Franco parlait de Portel, cet événement de 1947, où la mafia des brigands ont tiré sur la foule des manifestants, des paysans, mais évidemment, là, ce qu'on craignait le plus et ce qu'on a voulu arrêter, c'était l'avancée des partis de gauche, communistes et socialistes, qui allaient pouvoir gagner les élections siciliennes. Et alors là, c'était la panique. Là, l'autre jour est mort Kissinger, qui était justement quelqu'un qui détestait à mort, qui avait une peur panique du parti communiste italien. Et d'ailleurs, on se pose encore la question de ce qu'il y a derrière l'assassinat de Aldo Moro, lorsqu'il avait essayé avec Enrico Berlinguer de faire le compromis historique. Mais ça sera une autre discussion. Je crois que Madame, vous avez une question et Alain va faire ensuite Monsieur, Madame. Une petite réponse quand Alain même va passer les micros. Une petite réponse. Moi, j'ai un petit besoin et je reviens dans 2 minutes. Une petite réponse et une petite bonne nouvelle dans un certain sens. Et les batailles qu'ils ont fait les ouvriers de gauche dans les années 50 et 60, surtout 50, à la fin, ça a donné des résultats. Parce que ces grands terrains ont été donnés aux agriculteurs. Ils ont fait une sorte... Tu faisais une demande et dans une place publique, tu venais, ils faisaient une sorte, je ne sais pas comment on appelle, sorteggio, et ils te donnaient un terrain sans que tu avais sorti de l'argent. Donc, ces batailles qu'ils ont fait, le sang des gens qui ont été tués dans ces années-là, il y a eu après une réforme de ce latifondo, et ils ont donné beaucoup de morceaux de terrain aux agriculteurs. Et heureusement, maintenant, beaucoup de notre famille vivent grâce à ces batailles qu'il y a eu dans les années 50 et 60. Donc, ça a donné quelques fruits. Et aujourd'hui, ce rempart n'est plus utile. Donc, à la limite, ça peut fragiliser la mafia aussi. Pour les États-Unis, pour la toute-puissance. Mais maintenant, à l'époque, la mafia, quand Nino elle parlait de mafia, c'était une mafia agricole. Maintenant, c'est business, c'est drogue, c'est sur une autre planète. Maintenant, ça joue sur des autres dimensions. C'est plus la même. Très bien. Alors, Madame, je crois que vous souhaitiez une question. Le micro, est-ce que Alain est parti avec les micros? Oui, mais bon, allez-y, Madame. Mais bon, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et vous avez parlé, c'est juste, de l'infiltration de la mafia dans les systèmes économiques, financiers, Montréal, Allemagne, etc. Oui, ça fait quelques décennies, on pouvait... C'est mal. Ça fait quelques décennies.
Ça fait quelques décennies, on pouvait identifier clairement les mafieux. Maintenant, est-ce qu'il est possible de dégager l'argent mafieux du reste? Il y a des gens qui disent il n'y a pas du blanc, il n'y a pas du noir, tout l'argent circulant est grise. Et les grandes banques qui sont nécessairement concernées par ça. Est-ce qu'il est possible encore réfléchir de la même manière qu'on réfléchissait à l'époque du père des Nino? Je crois que Franco peut répondre. Nino, il est parti exprès. Il est parti au bon moment. Et après, monsieur, le micro, monsieur, sera à vous après, le micro. Vous avez une question après. Oui, mais attendez, on va... Alors, c'est pour Nino, d'accord. Alors, d'accord. j'essaie de donner une petite réponse. Alors, maintenant, je pense que c'est presque impossible. Et en plus, je vous donne une autre nouvelle comme ça. Ça fait quelques années, une dizaine d'années, il y a eu un archivesque, comme on dit comment archevêque. Et qui était à l'intérieur du Vatican, et surtout de la banque du Vatican, le IOR. Monsieur et à la fin, Marcinkus. non, ça c'est après. Marcinkus, c'était la page plus horrible de l'Église dans l'histoire. Mais il a fait sortir des documents. Il a donné des documents à un journaliste, un certo Luzzi, Gianfranco Luzzi, et il a publié tous les documents qu'il avait à l'intérieur parce que la banque du Vaticano, la IOR, elle n'a pas de nom. Tu pouvais ouvrir un compte sans même pas mettre ton nom. Eh bien, lui, il a révélé qu'à l'intérieur de cette banque, ceux qui avaient un compte, ça, vous savez, c'était qui? Totorina, Padalem, Provenzano, tutti i boss. Donc, si la mafia, elle était à l'intérieur de la banque du Vatican, on parle d'une dimension qui, franchement, va au-delà de... Toute l'alpe per terra, non? C'est d'ailleurs en partie, c'est aussi d'ailleurs pour cela que des personnes comme Michele Sindona et d'autres, on les a retrouvés, certains Calvi sous le pont des Blackfriars à Londres, pendus tout seuls, soi-disant. Vous parlez de la mafia qui donne du travail. Il y a des pays latino-américains sans des groupes mafieux. Et il n'y avait pas d'hôpital, il n'y aurait pas de routes, il n'y aurait pas des écoles. La Colombie a été pendant des décennies, et c'est pas fini, une d'entre eux. Et si le Venezuela était si facilement colonisé d'une manière particulière, c'est aussi pour ça. Sans la mafia, sans des groupes mafieux, c'était pas possible. Le Mexique, c'est autre chose. Mais d'ailleurs, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Giovanni Falcone est décédé. C'est parce que c'est pour la première fois où il a décidé de s'attaquer à l'argent de la mafia qui était dans les banques. Et d'ailleurs, avec Carla Del Ponte, qui était donc la juge, voilà, et qui a risqué sa vie aussi, puisque la première tentative d'attentat à Giovanni Falcone, à ce moment-là, Carla Del Ponte était avec lui à Palerme. Donc, il était à Palerme. Oui. Oui. Je connais, si vous permettez. Elle était à Palerme, il devait aller à la côte avec lui. Elle était très fatiguée et elle a dit c'est mon guardaespaldas. Mon bodyguard, mon garde du corps. Je fais une sieste et c'est mon garde du corps qui m'emmène. Et tout d'un coup, il y a sa famille qui a téléphoné pour savoir si elle était vivante. Tout à fait. Je crois que, monsieur, vous aviez une question pour Nino. Oui, une question plus psy. Comment un enfant de parents mafieux, tout d'abord tellement enfermé, imprégné par le pensée maternel, et ensuite enfermé et de nouveau imprégné par le pensée paternel, mais comment peut-il faire émerger une pensée propre et en faire naître sa pensée à lui? Comment se dégager de tout ça? Justement, je disais tout à l'heure que ce qui est important pour l'enfant, aussi bien dans sa période de relation fusionnelle avec la mère et puis avec le père, ce qui est fondamental, c'est que l'enfant n'a pas à avoir une pensée propre. Hein? Oui, mais comment le faire naître malgré ces constellations terribles? Personnellement, c'est au moment où, adolescent, j'ai voulu avoir une pensée propre que je suis tombé en dépression. J'étais coincé, là. C'est un dilemme terrible. C'est un dilemme
dont on ne sort pas. La plupart, pas la plupart, mais à Ramaca, dans notre ville, tous les fils de mafieux, comme moi, ont tous pris la route de leur père. Je suis le seul. Et mes frères, qui n'ont pas pris la route de la mafia, mais qui ont joué un petit peu et qui ont fait tous les deux la prison. Dans ma famille, je suis le seul, dans 3 générations, à ne pas avoir été en prison. On ne sait pas. Jusqu'à présent. Mais en tout cas, moi je pense que surtout c'est la Suisse qui l'a sauvé. D'une façon différente de penser, se déraciner de cette ambiance et de ce monde. Donc il faut sortir de la Sicile Mais pour, ça aide beaucoup. entre Ça aide guillemets, beaucoup. pour se sauver. Non, Madame, je crois que vous êtes... Ah, oui. Alors, là, on a beaucoup de questions. Allez-y. Merci Nino. Moi j'aimerais savoir quand est-ce qu'on aura le plaisir de te lire en français. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est le rôle des femmes. Tu as dit réceptacle, transmission, autorisation. Oui. Est-ce qu'il y a aussi de l'instigation? Bon, c'est une question, hein, c'est ce que ça Oui. suggère ton discours. Et puis j'aimerais savoir aussi quelle a été la réaction de la presse italienne à la publication de ton œuvre. Alors, la copie française, j'espère que début 2024, janvier, février, on y arrivera. Voilà. La deuxième question était l'instigatrice. Écoute, non, pas ouvertement instigatrice, mais d'une certaine manière, si la mère n'empêche pas, si la mère est en désaccord, ça veut dire que la route est libre. Ouais. Il y avait une troisième. La presse italienne. La Repubblica. La Repubblica, qui est, avec le Corriere, le plus important quotidien italien, a publié un article sur moi, très fort, ouais. Tellement fort que dans ma famille, la seule personne avec qui j'ai pu échanger, parce que dans ma famille, je ne parle pas de ça. Ça n'existe pas. Moi, je continue de les appeler, d'avoir des échanges chaleureux, affectueux, mais j'ai essayé de demander qu'est-ce que tu en as pensé de l'article. Il y en a seulement une nièce qui m'est très proche et qui est une grande amie à lui. Si bien que lui, il est un petit peu dans la merde. À cause de moi. Ma nièce m'a dit, écoute, le titre était un peu trop fort. Mais dans quel sens fort? Parce que le titre disait que je m'étais échappé de la Sicile. Mais au-delà, on n'a pas pu parler. Et avec mes autres neveux, donc les enfants de mes frères et sœurs, je peux pas. J'ai essayé de toquer à la porte. Rien. Mais donc la presse, il y a eu cet article, et il y a des journalistes qui ont pris, il y a une journaliste qui a pris contact avec moi, qui aimerait faire une émission à la télé. Voilà, ça commence. Oui, disons que moi, j'ouvre une porte qui était restée jusque-là assez secrète à l'intérieur de ce monde. Comment vivent ces gens? Parce que dans les films que l'on voit, on voit comment vivent ces hommes dans leur relation avec les autres hommes. Mais comment ils vivent quand ils enlèvent le chapeau, la veste, qu'ils se mettent en pantoufles? Comment sont-ils à la maison? On ne sait pas. Et donc, oui, je pense qu'il commence à y avoir une certaine curiosité qui fait que, oui, quelques journalistes me téléphonent et puis on verra bien. Et en même temps, moi, je n'ai pas de scoop, de grandes révélations à donner. Donc, ouais. Mais peut-être dans le film Il Traditore de Marco Bellocchio, on voit un peu cette personne, au fond, Oui. Favino, qui vit en famille.
Oui. un peu. C'est Bouchette, peut-être qui est Bouchette, bien sûr. Et on le voit à ce moment-là. Donc c'est vrai que on sent un désir, ou en tout cas un frémissement de désir par rapport à ce que vivent ces gens, ces hommes, dans leur vie intime, dans leur vie familiale. Et peut-être que ce livre peut être une passerelle quelque part pour dire, eh bien voilà comment ça se passe à l'intérieur d'une famille, et voilà comment un homme a pu s'en sortir comme toi. Donc tu peux être un exemple quelque part. Si ce livre pouvait parvenir et être distribué en Sicile, et être vendu en Sicile, et être lu, je pense que ce livre, il devrait être lu dans les écoles pour sensibiliser effectivement les jeunes, les adolescents à cela. Doucement. Déjà par les membres de ma famille, à qui j'ai dédié le livre, pour qu'ils repensent l'histoire familiale. Cette histoire familiale dont on ne parle pas. La seule fois où mon père a utilisé le mot Cosa Nostra de toute sa vie, c'est lorsqu'il avait été arrêté par Falcone et qu'il a voulu me raconter l'échange qui avait eu lieu entre lui et Falcone. Il m'a dit, Monsieur Falcone m'a demandé si j'étais représentant de Cosa Nostra. C'est la seule fois de sa vie que mon père a utilisé le mot Cosa Nostra. On ne parle pas, on ne nomme pas cette chose-là. Et par rapport à cet échange avec Falcone, tu me disais que ton père et Falcone avaient un espèce de respect. Tout à fait. Et que Falcone traitait ton père de Vossia. Oui, tout à fait. Falcone... Vossia, c'est un sens de respect maximum. En sicilien, il y a tu, lei, correspondant vous, et Vossia, qui est typiquement sicilien. On le retrouve dans le portugais, le vossé. Le Vossia, moi, je dis Vossia à des personnes vers qui j'ai du respect. En général, du respect par l'âge, mais du respect aussi par la position sociale qu'il peut avoir. Je lui dis Vossia. Voilà. Et c'est vraiment un signe de grand, profond respect. Falcone, me disait mon père, s'est adressé à lui en lui disant Vossia. Falcone, c'était le plus grand ennemi de mon père. Mon père était analphabète. Lui, Falcone, était Dottor Falcone. Et pour mon père, c'était troublant de voir un homme de loi qui le considérait et qui le respectait dans ce qu'il y avait de humain chez lui. Et moi, j'ai senti que mon père était troublé. C'est comme s'il s'était demandé à ce moment-là, mais les vrais hommes d'honneur, parce que c'est comme ça qu'on appelle en Italie les mafieux, mais les vrais hommes d'honneur, alors, de quel côté sont-ils? Il a été très troublé. Oui, Concetta. Madame, oui, je voulais saluer le travail de Nino, qui est remarquable, dans la lecture, qui est très très claire, où tu nous expliques au début, tu poses le cadre en disant voilà ce qui est possible dans cette nature humaine, et voilà pourquoi je pense la mafia ne peut pas complètement disparaître, parce que l'âme humaine est faite ainsi, et il y a ces troubles, il y a ces déviances, et tu l'expliques très bien, et ça m'a vraiment beaucoup éclairé. Donc elle n'est pas Concetta n'est pas psychologue, hein? Elle n'est pas psychanalyste. Mais la lecture est tout à fait aisée. C'est vrai. Et vraiment très très approfondie, vraiment vraiment très belle. Moi je suis sicilienne, donc ça m'a beaucoup touchée. J'ai reconnu beaucoup de choses, même si je n'ai pas la même histoire. Et puis, m'intéressant de très près au destin des femmes, tu évoques beaucoup la centralité du rôle de la mère et de la femme, tout court. Et alors, je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question. Est-ce que tu as eu des paroles de femmes qui, dans l'adolescence, t'ont justement poussé à faire ce fameux pas qui t'a ensuite fait traverser la dépression? Est-ce qu'il y a eu une influence consciente ou inconsciente d'une femme de ta famille? Tu parles beaucoup de la mère et avec une grande émotion. Il y a quelques pages sur le rôle de la mère, qui est une oreille, qui est un cœur,
mais qui est aussi dans l'action, qui dirige, qui fait la logistique de la famille, etc., qui est grandiose. Donc moi, je me suis posé cette question. Est-ce qu'il y a des femmes qui, quelque part, ont éveillé la petite flamme? Donc il y a cette question-là. Et ensuite, pour vous dire aussi au niveau des films, on vient de voir avec mon mari, qui est sicilien lui aussi, un très beau film qui est sur Netflix, hein, et qui sort un petit peu du créneau de ces films avec ces héros mafieux, qui s'appelle Sous la punta dei piedi ou À pas chasser. Et c'est l'histoire justement d'une famille mafieuse, et on voit l'envers du décor, c'est-à-dire cette fameuse souffrance et le rôle très important de la mère qui, à un moment donné, pour sauver sa fille, elle fait l'indicible, c'est-à-dire qu'elle trahit son mari et elle part. Mais voilà, c'est un film qui nous a beaucoup touchés. Okay. Vraiment, parce que j'ai pensé à ce livre, j'ai dit, mais c'est exactement ça. Donc, j'en reviens à ma question. Oui. Est-ce qu'il y a eu des paroles féminines dans ta famille, si ce n'est pas trop indiscret, évidemment, qui t'ont à ce stade, on peut y aller. On se dit tout. Là, il y a beaucoup d'intimité. Hein. Et merci pour ce cadeau et pour ce témoignage incroyable. Écoute, en t'écoutant, je pensais non. J'ai vécu dans un monde féminin, ma tante, grand-mère, 2 grandes sœurs qui ont entre 17 et 19 ans de plus que moi, donc deux autres mères, et puis des cousines, parce que moi j'étais parmi les plus petits, donc j'ai grandi entouré de femmes, dans un monde merveilleux, féminin. Non, jamais. Je me rappelle même qu'une fois, j'étais adolescent, et je commençais à construire un peu mon identité. Et je me rappelle qu'un jour, j'avais voulu m'habiller avec quelque chose d'un peu plus féminin, d'un peu plus sensuel. Ma mère m'a vu, m'a dit « Rentre, monte et tu te changes. » C'est-à-dire, tu t'habilles comme un vrai homme. Oui, donc... C'est là, je reprends la question qui a été posée tout à l'heure. Il n'y a pas une incitation claire, mais il y a quand même une incitation à être des hommes dignes de nos pères et de nos grands-pères. Madame, je crois, avait une question. J'avais une question, M. Rizzo, sur les enfants et les adolescents, c'est-à-dire que cette aura de mafia est très destructive. Je veux dire, puis parce que vous, quand même, vous n'avez pas souffert une violence physique dans votre famille, mais c'était psychologiquement oppressant pendant des années et des années, à tel point que vous avez décidé de vous libérer de ça. Et je me demandais, la mafia de maintenant, tous ces jeunes, tous ces enfants doivent quand même, ils sont tellement intelligents, c'est dire que c'est nuisible pour la santé, qu'ils ne peuvent pas continuer à piller quelque chose comme ça ou à faire partir de quelque chose ou de soutenir. Je veux dire, quel est le rôle de ces adolescents jeunes, par exemple, vis-à-vis de la mafia? Est-ce qu'ils veulent changer les choses? Est-ce qu'ils ne veulent pas? Est-ce qu'ils sont oppressés? Est-ce qu'ils se sentent les mains attachées? Ils ne peuvent rien faire, non? Je pense que c'est ça, que pour sortir, il faut partir. Je ne sais pas. Je voulais avoir les points de vue depuis les enfants et les adolescents. Voilà. T'as envie de dire quelque chose, toi? Oui, vous pouvez dire. Bon. On est pris, depuis tout petit, on est pris dans une culture dont on ne peut pas sortir. Je me rappelle que des fois, à nous les enfants, on nous faisait on se moquait de nous en nous disant « Ah, mais il paraît que il a dit que quand il sera grand, il voudra être carabinier. » Et l'enfant, moi le premier, qui dit « Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Donc, sous forme de boutade,
on est pris dans cette culture terrible, terrible. Et en tant qu'adolescent, écoutez, moi en tant qu'adolescent, je lisais tellement de livres déjà en Sicile sur la mafia, mais je les cachais. Je les cachais, mes livres. Je ne pouvais pas en parler. Et je n'avais pas d'amis avec qui en parler non plus. Donc je portais en moi jusqu'à ce que j'ai pu porter. Puis à un certain moment, ça a été l'écroulement dépressif pour moi. Je n'arrivais plus à tenir là. Mais comme vous qui n'arrivez plus à tenir, c'est un état comme ça qui détruit votre psyché, puis, votre physique, à tel point que vous devenez dépressif, je veux dire, il doit y avoir encore beaucoup d'adolescents et jeunes qui sont comme ça, encore en Italie. Tout à fait. Qui sont attrapés dans cette culture hermétique où ils ne peuvent pas sortir. Et je veux dire, je ne sais pas quelle solution on pourrait avoir, à part, c'est difficile. Il y a encore beaucoup de souffrances. Comme dit... Après, je vais donner une réponse. Oui. Non, dans le sens que être un anti-mafioso, c'est très compliqué parce qu'il doit lire des centaines de bouquins. Mais un mec qui n'a pas envie de lire, il a le modèle du boss qui fait de l'argent de façon très simple. C'est un modèle qui va gagner dans la psychologie d'un enfant, d'un adolescent. Parce que si tu proposes quoi? D'aller travailler pour 40 € au jour, 50 € au jour. La mafia, elle te propose un monde merveilleux. Mais en plus, si tu veux comprendre la mafia, tu dois lire le procès, tu dois comprendre ce qui s'est passé, le Maxi Processo, Falcone. Ça, c'est un effort intellectuel. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Et donc, c'est une bataille très difficile. Je peux dire seulement une chose, que dans la Sicile, en Sicile, le pouvoir de la région, de la province, tous les bureaux sont été pendant 60 ans dans la main de la démocratie chrétienne à l'époque, non? Et seulement avec une diffusion de la pensée de la gauche. Je ne veux pas faire de la politique ici parce que je ne prends pas un vote, hein, quand même. Je ne sais pas pour ça. Mais je veux dire, quand il y a eu, on a commencé à penser de façon différente, qu'il y a eu une culture anti-mafiosa. Le premier journaliste qui a été, pas le premier, mais un journaliste très important qui a été tué, Giuseppe Fava, à Catania. Il a eu le courage de dénoncer le système des mafias, appalter les grosses entreprises. Il a été tué pour ça. Donc si tu essayes de faire sortir une pensée différente, des idées différentes, c'est très difficile. De l'autre côté, tu as le pouvoir qui t'offre l'argent, tout ce que tu veux. Donc, c'est une bataille vraiment difficile. Et en plus, pour faire changer la tête aux gens, ce n'est pas les beaux discours, c'est les modèles dans la vie. Et les modèles dans la vie, c'est le mec qui arrive avec une grosse voiture, qui gagne de l'argent facilement. Et donc, ça gagne. Mais il y a Internet quand même maintenant. Il y a Internet, il y a des sources d'informations. Mais il faut lire, il faut comprendre, il faut avoir la connaissance. Être anti-mafioso, moi j'étais à la maison de Nino hier soir et ce matin. Il a une centaine de livres sur la mafia. Si vous venez chez moi, j'en ai 300. Mais si vous tournez dans des autres maisons, il n'y en a aucun. Et donc, parce que tu dois acheter un bouquin que ça coûte 20 €, tu dois le lire, tu dois le comprendre. C'est un effort, c'est pas très simple. Donc, c'est sûrement une petite partie de la société qui est sur ces positions. Elle essaye de donner un exemple, de réveiller les consciences, mais c'est difficile. Mais en tout cas, il y a énormément de gens qui souffrent de ça. Ben, c'est clair. Mais ces gens, ils ne souffrent pas. Non, ceux qui sont sur l'autre côté, ils n'ont pas de problème de conscience. Non, ils sont tranquilles. Avant de passer la parole aux deux autres questions, il y a une chose qui est importante, selon moi, c'est, et je rebondis sur ce que vous dites, madame, par rapport au cinéma et à la télévision. Je pense que jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, les modèles qu'on nous donnait, c'était ce que vous disiez, madame, les boss, hein, le parrain. Il y a rien de pire que ce film qui passe et qui repasse, et cette musique de lancinante de Nino Rota sur le parrain, comme si on l'exaltait, au fond, ce parrain, quand on regarde. Voilà. Je pense que ça, c'est aussi un problème. Il y a eu un film qui a été fait, qui est très intéressant, de PIF, qui s'appelle La mafia uccide solo d'estate. Et c'est un film qui est d'une grande ironie, qui est très pointu et qui est vu de la perspective d'un enfant, d'un collégien. Voilà. C'est un film, pour moi, il devrait passer
toutes les semaines ou à Noël, quand on passe Love Actually, il faudrait passer le film de Pif parce qu'il nous aide et surtout, il peut être un modèle pour les jeunes. Parce que le problème, il est là. C'est que les jeunes ont besoin de modèles positifs. Et moi, je me souviens, lorsque il y a eu l'enterrement, je crois, de Falcone et des hommes de son escorte, il y a eu la femme une jeune femme des membres voilà, de la protection et de l'escorte de Falcone, qui en pleine messe, en pleine église, a fait un discours déchirant, mais d'un courage extraordinaire, cette femme. Et une autre personne aussi qui a pris une décision qui, à mon avis, était aussi intéressante, c'est lorsque le pape François est allé pour la première fois en Sicile, il a excommunié publiquement les hommes de la mafia. Pour des hommes qui sont pieux, qui ne pensent qu'à la Vierge Marie et qui sont très, très pieux au niveau de la religion, le fait qu'un pape arrive et qu'il les excommunie, je veux dire, ça dérange un peu. Ça a dû être... Est-ce qu'il a excommunié aussi la direction du Crédit Suisse? Alors, ça, madame, je pense que, je ne sais pas, mais je pense que ça on parle de mafia aujourd'hui. On peut refaire, si vous voulez, une discussion et je serai ravie. Mais je pense que ça, c'était un choc intéressant parce que jusqu'à maintenant, personne au niveau ecclésiastique, à part quelques curés courageux, hein, qui se sont fait tuer aussi, voilà. Je veux dire, il y avait cette omerta au niveau. Je veux dire, encore aujourd'hui, certaines personnes vont lors de processions s'incliner ou se mettre à genoux devant la maison de mafieux. L'informé, hein. J'ai préparé mon débat. Monsieur, et après, je crois que monsieur, derrière, vous souhaitiez aussi intervenir. Allez-y, monsieur. Sans livre sur la mafia, et celui-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Micro. Roman 99, d'autres livres, il a quelque chose de particulier. C'est tout notre angle visuel. Il faut le lire, monsieur. Il faut le lire. Lui, c'est mon grand lecteur, avec toi d'ailleurs. Lui, il a beaucoup lu mon livre, m'a aidé à... Le micro. Ah, le micro. Vous pouvez parler plus fort. Parlez plus fort, monsieur, parce qu'on ne vous entend pas. Ma question. Ta question. Plus fort. Non, allez-y. La voix. Allô? Oui, allez-y. Voilà. Allez-y. Alors, elle devient comme ça. La mafia, au départ, a été constituée. Tu soulignes. Ah non, il y avait une autre chose, une autre remarque avant de poser la question. C'est comment, disons, il y a cette construction. Cette construction, il y a eu 50 ans pour arriver à écrire ça. Alors, première chose que je me dis, cette dépression, c'était la réponse qu'il fallait donner à ce que tu as subi. Oui. Donc, tu peux être fier d'avoir passé. Tout à fait. Et d'avoir survécu. Et de me dire d'une manière qui est ni fier, ni... c'est quand même... Il a le premier risque qu'il a couru, c'est là. Hein. C'était vraiment là. Ouais. Et même en écrivant, parce que j'ai assisté un peu à son écriture, il y a des moments difficiles. Il y a eu des moments difficiles suivant les événements familiaux. Il y a eu des moments difficiles pour lui. Là aussi, il fallait pouvoir assumer la force de résilience, de continuer à avoir sa pensée propre, justement, malgré les stimulations négatives, les affectives négatives. Hein, vraiment. Alors, ma question maintenant, ça concerne le monde moderne aussi, puisque vous souvenez là, c'est la mafia est née dans un contexte de pauvreté extrême, de misère et d'insécurité. Oui. Elle offre une sécurité. Oui. Et comment ça se fait qu'une structure qui se met sur pied, qui est mise sur pied, il y en a dans notre société, soi-disant pour s'occuper d'une détresse vraiment, ça devient elle, l'élément créateur de cette détresse. Il la cultive même, parce que tout ce qui est créatif, on le fout dehors. Hein. Dehors, c'est trop dangereux, ça met en danger même notre existence. S'il n'y a plus cette misère. D'ailleurs, on cultive, on idéalise l'insécurité. C'est l'insécurité. Même maintenant, on se dit peut-être qu'il va être attaqué, ou je ne sais pas. Voilà l'insécurité. Lui, il ne se laisse pas tenter par ça. Et c'est très bien, parce que je trouve qu'il faut
ne pas trembler de peur face à ça, parce que ça facilite le sentiment de pouvoir de certaines personnes. Et alors, pourquoi, même l'exemple de la Palestine, pourquoi un peuple qui a subi la Shoah, il fait subir la Shoah, si ça tout transforme. Alors, il ouvre un chapitre important, ce livre, parce qu'en étant passé à travers la psychanalyse qui va aider pour donner un sens à sa dépression, si on veut, c'est quand même là, c'est une psychanalyse qui a pas, c'était pas du blabla ce que tu as fait dans ton psychanalyse, hein. Tu as vraiment construit quelque chose. Et bien, dans le livre, il y a à la fois la description depuis l'intérieur, il y a un cœur dans ce livre, on dirait, ça palpite. Hein. Il y a une description que nous, on ne connaissait pas avec cette précision-là, mais en même temps, ça indique déjà un chemin. Je pense que ça indique quand même un chemin. Parce qu'en approfondissant quels sont les mécanismes qui favorisent cette manière, la misère favorise peut-être ça. Oui. C'est peut-être un des éléments. Alors comment comprendre ça? En tout cas, tu désignes des points importants qu'on pourrait reprendre et approfondir autour d'autres situations où il y a cette espèce de mafia, entre guillemets, parce que c'est une sorte de chimère, cette mafia. Mais elle est partout en même temps. Et on essaie de la chasser, mais elle revient, on la chasse par la fenêtre, elle revient par la porte, je ne sais pas. Voilà. Oui. Alors, je trouve que là, il y a vraiment une particularité de ce livre. Oui. Le micro, Geneviève. Je me demandais juste s'il y avait des liens entre la mafia et puis les magiciens du chaos dont parle D'Empoli. De Giuliano D'Empoli. Giuliano a écrit un livre qui s'appelle les magiciens du chaos, justement. Le mouvement de Beppe Grillo, etc. Il montre Oui. qui c'est qu'il y a derrière. Les liens qu'il y a avec Steve Bannon. Je me demandais, la mafia, est-ce qu'elle est vraiment très impliquée avec ce mouvement, ces semeurs de chaos, qui n'ont pas d'idées politiques, qui n'ont pas de projet politique, mais ce qui les intéresse, c'est de lutter contre les élites, contre tout l'établissement. D'après ma connaissance, oui, peut-être on peut prendre encore 2 questions. Peut-être monsieur, 3. Les 3 questions là, et puis comme ça vous pourrez répondre. Ok. Parce que je crois que on a encore 20 minutes. Allez-y. Le micro. Le micro. C'est pour que les gens qui nous suivent puissent écouter vos questions aussi. Ok. Avant, il y avait violence brutale. On avait ces images dans la rue, paf, de sang sur le trottoir. On voit moins ça. Vous avez fait référence au fait que la mafia se serait institutionnalisée, se serait lavée. Je ne sais pas. Où est-ce qu'on en est vraiment? C'est pire ou c'est moins pire? Est-ce qu'on regroupe quelques questions? Voilà. Et ensuite, oui. Je m'attache, monsieur. J'ai 2 petites questions. La première, c'est laquelle la vision que votre famille avait de l'autre, c'est-à-dire de tout ce qui n'était pas mafieuse. Et la deuxième question, c'est votre réaction à la mort de Falcone. Parce que moi, franchement, je me souviens de la mort de Falcone comme quelque chose qui m'est resté vraiment dans la mémoire. J'étais enfant, mais je me souviens très bien la réaction de la Sicile à la mort et surtout cette vague qui avait l'impression d'avoir après la mort de Falcone. Et tout le travail qui était fait dans les écoles, par exemple, de toute l'Italie, après la mort de Falcone, qui maintenant, je trouve que c'est un peu perdu. Mais nous, en tant que génération, on a beaucoup travaillé sur cette question. Et c'est peut-être aussi pour ça que, aussi si je suis pas sicilienne, je suis là pour vous écouter. Et puis madame Laura. J'avais une question tout à l'heure. Je poser la question par rapport à Danilo Dolci, qui est quand même
Je pense que C'était un écrivain. oui, je l'ai connu personnellement et j'étais même invitée avec mon mari à l'époque de réfléchir à une école qui soit justement une école anti-capitaliste et anti-mafieux. Vraiment, l'idée, c'était d'ouvrir dans son petit village une école dans laquelle on essaye d'amener les enfants à réfléchir autrement, à trouver le plaisir de la nature, etc. etc. Je ne vais pas vous parler de ce projet qui s'est fait, et puis je ne sais pas exactement comment ça s'est terminé, parce que c'était... Très mal, parce qu'il est mort, Danilo Dolci. Je sais qu'il est mort. Et puis je voulais vous dire aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des gens locaux qui ont essayé de lutter contre ça. Et pas seulement, mais par exemple, parce que le mouvement italien qui s'est... Ce mouvement, sì, ma non mi ricordo il nome. Une autre personne qui lutte énormément, c'est Nicola Gratteri. Gratteri, oui. Gratteri. Moi, je l'écoute énormément et il est tout le temps dans des écoles. Il est à Naples en ce moment. Dans des écoles, pas seulement en Sicile. Non, non, il est à Naples. Je sais qu'il est de Naples, mais il est souvent invité dans des conférences dans le Nord. Oui, oui. Plus grande télévision. Le truc que je me souviens maintenant pas le nom, c'est Libera. Voilà. Libera. Ça, c'est un mouvement extrêmement important qui a lieu, parce que je connais pas mal d'amis qui font partie de Libera et qui ont introduit dans l'université même des cours sur ce que c'est la mafia, enfin, et aussi qui amènent dans les écoles, les enfants à Piazza Fontana, où on voit le strage. Oui. Dans les trains, etc. Donc, il ne faut pas penser que rien n'est fait. Oui, On est ici pour ça. oui, oui, tout à fait. Alors, pour répondre aux différentes voilà, questions. j'essaie de prendre comment on voit à l'intérieur de la mafia ceux qui sont à l'extérieur, comme des imbéciles. D'ailleurs, il y a comme une sorte de jeu de poupée russe. Nous, les Siciliens, on est plus intelligents que tous les autres. Mais à l'intérieur de la Sicile, les mafieux, on est plus intelligents que les autres. Et on est pris à l'intérieur de cette logique qui nous empêche de penser autrement. Voilà. Moi, j'ai toujours grandi avec le sentiment que j'étais meilleur que les autres. Parce que j'étais fils d'un mafieux. Et parce que s'il y avait quelque chose, mon père, son copain, l'autre copain, allaient arranger tout problème. Ce qui était vrai. Ce qui était vrai, hélas. Et donc sortir de cette mentalité, c'est renoncer à un sentiment de toute puissance qui est grisant. Grisant. Et comme mon père est mort, nous, on s'est retrouvés tous orphelins. Parce qu'on n'avait plus cet homme immense qui était là pour nous dire « t'as besoin de quoi ?» La violence, oui, aujourd'hui, on voit moins ces scènes de violence comme on pouvait les voir dans les années 70, 80, 90. Effectivement, la mafia s'est déplacée sur le versant financier. La mafia, aujourd'hui, on la trouve à Genève, à Zurich, à Lugano, sous forme d'investissement financier dans des locaux. Aujourd'hui, aller manger une bonne pizza à Genève, en étant sûr qu'on ne va pas payer la mafia, ça commence à devenir un peu difficile. Oui. Voilà, donc il y a un déplacement du balancier de la violence physique, militaire, à une violence économique feutrée
qui est permise par le système économique et le système politique. Une autre question, comment ça se fait que la mafia, qui est née comme une société d'entraide, qui offrait donc sécurité, travail, qui offrait une certaine forme de justice. Parce qu'effectivement, si on volait la voiture, si on volait quelque chose, au lieu d'aller chez les carabiniers ou la police, chez qui, de toute manière, ça n'allait pas plus loin, on allait chez le chef mafieux de la ville qui réglait tout. Et puis, au bout de quelques jours, tu avais la voiture sous ta porte de la maison. Évidemment, là, tu t'engageais dans une dette sans fin avec le monsieur ou les messieurs qui avaient rendu service. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une société qui est née pour donner protection finit par créer mort, dans tous les sens du terme? Mais c'est justement là l'aspect pervers. Moi, je parle beaucoup de perversion, là. Dans la perversion, on change l'ordre, on pervertit l'ordre des choses. Dans la perversion, c'est pas mon désir, c'est ton désir. Oui, même si tu n'oses pas dire ton désir, mais peu importe, je sais que c'est ton désir et donc je te viole. J'abuse de toi. Dans la mentalité mafieuse, c'est la même chose. Cette société qui est née pour protéger, en réalité, assez rapidement, dans l'histoire italienne, sicilienne et italienne, est devenue elle-même une source de menaces. Geneviève, tu parlais de la création du chaos. Oui, bien sûr. La mafia produit de l'insécurité, et puis elle vient vers moi pour me dire « Tu veux être sûr? Tu payes. » Et tu me dis « Merci. » Donc, on inverse totalement les choses. Il y a une posture, on pourrait dire, en termes psychanalytiques, une position perverse, dans laquelle moi je crée chez toi l'insécurité qui fait que tu vas venir vers moi pour me demander ce que, au fond, moi-même, je désire, mais que je ne vais pas dire ouvertement. Mais c'est toi qui vas me demander « aidez-moi ». Et moi, je vais t'aider. Et là, tu vas être ma chose à moi. Dépendance. Dette. Oui. Et en même temps, tu décris de l'intérieur la pauvreté qui est reproduite. La pauvreté, c'est misérable. Tout à fait. C'est horrible, mais tout à fait. Parce que la mafia est une tumeur dans l'économie du Sud. C'est une tumeur. Oui. Est-ce qu'on prend une dernière question et après on passe à la séance de dédicace aussi? Luigi. Allez-y. J'aimerais savoir... Le micro, s'il vous plaît. Qui c'est le mafieux? À quel moment on dit que quelqu'un est le mafieux? Parce que moi, je peux donner un exemple de mon village, qui j'ai été il n'y a pas si longtemps, il y a 3 semaines, et où j'habite, où ma soeur habite, où j'ai dormi là. Il y a 5 classes de voitures. Quel village? Le micro. De Mineo. Province de Catania. Et il y a 5 classes de voitures. Dans 3, ils ont réservé avec une caisse en plastique et plein de pierres. Et on n'ose pas l'enlever pour mettre notre voiture. Parce qu'on sait que le lendemain, peut-être, on trouvera les 4 pneus troués et on ne pouvait pas marcher. Donc, moi j'ai été au carabinier et ils m'ont dit mais cherchez notre voiture, enfin notre place, mais c'est pas là, laissez-le en paix. Et j'ai appris que le gars il n'a rien à perdre de ce qui fait ça. C'est quelqu'un vraiment, mais par contre il est respecté dans la plupart des personnes du village. Alors, monsieur dit qui est, il ne tue pas, mais qui est le mafieux? Oui. Effectivement, il y a une mafia structurée
Donc dans notre ville, il y a eu la famille mafieuse dont mon père était sous-chef. Tous ces gens sont morts. Reste d'eux. Je ne sais pas s'ils ont reconstitué une famille mafieuse ou pas, mais peu importe. Il y a quand même une culture mafieuse. Il y a une mentalité mafieuse. Même si ils ne s'organisent pas. Parce que pour s'organiser en tant que famille mafieuse, il devrait avoir, à Mineo, dans la province de Catania, il devrait avoir l'autorisation de la famille mafieuse de Catania qui dirait « vous pouvez fonder une famille », comme ça a été fait dans notre ville. Ça fonctionne encore comme ça. Et ça fonctionne encore comme ça. Mais indépendamment du fait qu'ils ont reçu l'estampillage et qu'ils peuvent dire « nous, on est une famille mafieuse », de toute manière, cette mentalité, chez nous en Sicile, hélas, elle a la peine à disparaître. Oui. Un micro, monsieur. Pour moi, la définition, c'est la mafia, c'est comme l'air. On ne la voit pas, mais on la respire. Alors, je me permets de poser une dernière question avant qu'on passe à la séance dédicace. Tout à l'heure, tu disais, lorsque tu étais enfant, quelqu'un qui disait j'aimerais devenir carabinier, tout le monde disait oh non, non, il ne faut surtout pas le dire, c'était tabou, ne serait-ce que de penser qu'on pouvait devenir carabinier. Est-ce qu'une série comme Le Commissario Montalbano, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui peut aider au fait qu'on a un commissaire où on a des carabiniers, des policiers qui sont quand même fut-fut et puis qui sont des personnes qui réussissent plus ou moins à la fin à toujours inguayare le mafieux, l'arrêter? Ou bien est-ce que c'est simplement de la science-fiction? On se dit, voilà, on peut passer un moment agréable, mais au fond, ça n'a aucun impact. Toi qui vis en Sicile. Montalbano, il ne touche pas la mafia dans ses films. C'est la microcriminalité, donc ça n'a pas touché ce modèle. Ça pouvait être La Piovra, quelques années en arrière, qui avait un peu plus ce genre de fonction sociale. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va déplacer mais en tout cas, il y a un truc, vous avez dit quelqu'un tout à l'heure, je ne me souviens pas, sur le modèle que la télévision et les films ont fait passer. Parce que l'autre jour, par exemple, ils ont pris une maison d'un boss vicino Napoli, Camorra. Et bien ce mec-là, il avait réalisé sa ville en faisant exactement ce qu'il avait vu dans le film un film américain d'un boss mafioso. Il a fait sa maison, la piscine, l'entrée, l'escalier, exactement parce que le modèle de la puissance que le film lui avait donné, lui, il a voulu reprendre et il se sentait boss important comme dans le film. Incroyable. Donc, le pouvoir de la télévision, en effet, il est très important. Et même le film que vous avez cité tout à l'heure, La mafia uccide d'estate, est merveilleux, ça fait rire, mais ça fait réfléchir aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci Nino, merci Franco, merci mesdames et messieurs. Et donc, le livre est en vente ici à la librairie L'Olivier. Et si je comprends bien, Nino, on va te retrouver au Salon du Livre avec la version française. C'est quand le salon? Au mois de mars. Oui. Merci beaucoup. Début d'année.